Salut! Aujourd'hui, le titre est à moitié putaclic, mais pas en totalité non plus. Alors, pour ceux qui savent, je suis une très grande amatrice de romance. C'est le genre que, en principe, je suis aussi lire le plus, mais c'est vrai que ces derniers mois, j'en ai lu moins. C'est pas ce que je favorisais le plus. Je sais pas si on avait déjà parlé, je pense que oui. Sur le fait que mon rapport à la romance avait changé, que j'étais parfois trigger par certains comportements qui étaient banalisés, normalisés, que moi je trouvais pas ok, et qui étaient censés apparaître dans des environnements sains dans l'histoire d'amour, et que je ne trouvais pas normal. Donc, je passais pas un bon moment. Mais je pense que les dernières lectures que j'ai consommées ont aidé à éloigner ce sentiment, parce que du coup c'était des lectures un peu plus safe, des personnages plus diversifiés aussi. Je ne retrouvais pas ces comportements-là. Mais à l'inverse, il y a des petites choses qui peuvent me déranger toujours. Donc pour le contexte, j'ai lu, mes deux derniers romans lus sont Checkmate de Ali Hazelwood, donc très connu d'ailleurs, et Take a Hint de Dani Brown de Talia Hibbert. J'ai d'abord lu Checkmate, auquel j'ai mis 3 étoiles je crois. Donc c'était une romance qui n'en était pas tellement une en fait pour moi. C'est pour ça que je lui ai retiré 2 étoiles d'ailleurs, parce que elle était vraiment pas assez au centre de l'histoire. Mais au final, ça ne m'a pas tant dérangé que ça, parce qu'en fait, je me suis retrouvée happée par le monde des échecs, ce que j'ai vu que beaucoup de personnes ont critiqué, parce qu'ils en avaient rien à foutre. Alors que moi, ça m'a passionné. Le livre était mid, je me suis mise aux échecs. Je pense que vous l'avez peut-être vu sur Instagram ou pas. Ça m'a donné envie de jouer. Donc l'impact que le livre a eu sur moi, c'est pas rien. Donc on suit Mallory et Nolan. Donc le protagoniste masculin. Et Mallory, c'est un personnage que j'ai apprécié. Mais apparemment, j'étais la seule peut-être. Donc en fait, elle est très douée aux échecs. Mais elle joue avec son père est mort, il y a eu un background, elle a arrêté de jouer. Finalement, elle va faire un tournoi amical. Elle bat sans faire exprès le champion du monde. Et c'est là que l'histoire commence. Elle va être amenée dans un programme où elle va devoir jouer aux échecs évidemment. Donc voilà, elle sera dans l'environnement et puis évidemment, elle retourne dans les échecs. Il y a le champion des échecs qui n'est pas très loin et donc c'est là que ça commence. Donc à la base, elle travaille dans la mécanique, fait une meuf bi, style un peu hippie, qui en veut pas trop. Genre ça fait très meuf, genre très naturel, qui se prend pas vraiment la tête sur genre le make-up ou des trucs comme ça. En tout cas, c'est comme ça qu'elle est décrite. Et je sais pas, j'ai apprécié qu'on ne la dépeigne pas. C'est-à-dire qu'on savait qu'elle était belle, mais c'était pas toute sa personnalité dans le sens où elle en parlait pas, c'était vraiment pas au centre de l'histoire. On l'apprend par autrui, mais sans que ce soit excessif. Mais voilà, on la met dans des situations où on lui dit qu'il a une mauvaise haleine, des trucs comme ça, où c'est très relatable. Donc ça, c'était quand même appréciable aussi. Et concernant Nolan, j'avoue que c'était mignon, mais ça s'arrêtait là, quoi. Je n'ai développé aucun atome crochu envers lui. C'était comme s'il était là sans être là. On n'en sait pas énormément sur lui. On sait pas vraiment ce qu'il pense. Je pense qu'elle a vraiment voulu user du dark, mysterious boy trop. Tu sais, le gars un peu dark, brun, mystérieux, qui parle pas beaucoup, mais en fait, du coup, il parle pas beaucoup, mais on sait rien de lui, en fait. Et même si, en fait, ça dépend de l'histoire, mais c'était vraiment pas assez pour moi, et je suis restée sur ma fait déjà. L'histoire avançait, et je trouvais que l'histoire d'amour arrivait tard, c'est-à-dire qu'on est sur un livre de 300 pages. Au début, le temps se fait qu'elle on voit un petit peu sa vie et tout. Elle fait le tournoi d'échecs, elle gagne. Ils ont pas parlé pour l'instant. Donc elle l'a déjà rencontré, mais ils ont pas parlé. Mais on est déjà presque à 100 pages. Déjà presque un tiers du livre et il n'y a rien eu. Donc là, je trouve que c'était vraiment beaucoup. Et en plus, tout le reste, ils étaient pas ensemble tout le temps. C'était 2-3 moments comme ça qu'ils échangeaient. Et j'ai pas ressenti en fait l'amour grandir. C'était plutôt des moments d'échange à propos des échecs, des moments d'échange à propos de leur famille ou qui voulaient justement pas parler de leur famille. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Mais moi, ce qui m'a marqué tout au long du livre, c'est vraiment le traitement qu'on a réservé à la personnage principale. Donc là, je vais spoil complètement. Donc déjà, la meuf, elle s'est fait juger de son travail. Donc elle est un petit peu forcée, bon, pour le même l'histoire, d'aller dans ce programme d'échecs où elle est conviée, où elle sera payée du coup pour jouer aux échecs. Et en fait, ce paiement-là, on découvre qu'à la fin, c'était le protagoniste masculin qui avait tout payé pour elle, qui lui avait menti. Tout le monde était au courant, en fait. Et ça lui a pas plu parce qu'en fait,
je comprends son sentiment d'avoir ressenti d'être exclu. C'est-à-dire que la meuf qui l'emploie était au courant que c'était le gars qui essayait de jouer au jeu avec elle, qui avait tout payé. C'est-à-dire que il y avait comme une espèce de truc où tout le monde sait tout et organiser tout dans ton dos sans que personne ne sait. Et moi, j'ai pas apprécié du tout. Et tout le monde dans l'histoire la traite de meuf égocentrique ou quoi. Alors qu'en fait, elle avait rien demandé à personne. On est venu la sentir parce que par de force dans son environnement familial, sa famille l'a traitée comme de la merde. Elle s'est tuée à la tâche pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle a arrêté l'école, sa sœur. Je préfère ne pas l'insulter parce qu'elle est censée être mineure. Mais c'est quel genre de déchet pour agir comme ça? C'était tellement disproportionné. Elle fait tout, elle ramène de l'argent à la maison, elle paye les factures. J'ai jamais vu une ingrate pareille, en lui disant, en la traitant de tous les noms, critiquant tout ce qu'elle fait, alors qu'elle se tuait littéralement pour eux et elle montrait aucune reconnaissance. Ça m'a vraiment saoulée. Et le pire, c'est qu'on a montré que en fait, la sœur était énervée parce que sa sœur ne la traitait plus comme sa sœur, mais plutôt quelqu'un avec qui, quelqu'un qu'elle devait prendre en charge. Parce que du coup, leur mère était malade. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle s'occupe, j'aurais dû commencer par là, de la famille. Mais là, je suis désolée, ça ne justifiait pas le comportement. J'étais tellement agacée, en fait, dans le livre. Ça aussi, ça a dû contribuer parce que j'ai trouvé ça injuste. Et la justification de la fin, là, où elle ne se sentait plus comme sœur, mais comme enfant, ou je sais pas quoi. C'est une raison de traiter quelqu'un comme de la merde comme ça. Ta mère, tu la traites pas comme ça. Ah, sa meilleure amie qui est partie, elle à la fac, alors qu'elle n'a pas pu, mais qu'elle voulait. Elle a juste renoncé pour s'occuper de sa famille. Elle part à la fac, elle a une nouvelle vie, elle lui fout des remis, elle lui fout des vents depuis des semaines, elle a juste abandonné, elle a pas forcé, elle s'est juste dit, je veux pas forcer, genre, je la laisse vivre sa vie, elle a une nouvelle vie, elle sait rien de ce qui se passe dans la vie de sa nouvelle meilleure amie à la fac, mais ok, elle fait pas de crise, elle fait rien, elle laisse juste les choses couler. La meilleure amie lui reproche de l'avoir laissée en mode... elle lui a reproché de s'être éloignée d'elle. Alors que c'est elle qui ne lui répondait pas, qu'elle avait une complète nouvelle vie à côté et elle ne partageait rien avec Mallory. Tout le monde, j'ai l'impression de la traiter comme de la merde. Et certes, c'est une meuf qui avait des problèmes un peu émotionnellement parlant, à partager ce qu'elle ressentait, tout ça. On comprend qu'elle a du mal à exprimer ses émotions, qu'elle a peur de perdre les gens. D'ailleurs, elle n'est pas dans les relations, elle a toujours des flirts ou des plans de soir, mais elle s'engage jamais. Ok, jusque-là, elle fait de mal à personne. Mais toute la façon dont elle a été traitée en fait dans le livre, le traitement de la personnage m'a laissé sans voix, en gros, franchement, et l'histoire d'amour aussi mis. Donc finalement, je sais même pas pourquoi j'ai mis 3 étoiles, parce que je sais même pas si ça les valait, mais oui, comme j'ai commencé les échecs grâce à ça, j'ai trouvé ça super intéressant de connaître l'univers, ça m'a donné envie d'en savoir plus, ça les valait. Oh non, ensuite j'ai lu Take a Hint, auquel j'ai mis 3,5 étoiles, donc j'avais déjà lu Action Get a Life, Chloé Brown, qui était très appréciée, très appréciable. Donc on suivait Chloé et Redford, je pense que j'en avais fait une vidéo. C'était très drôle, vraiment. L'histoire était drôle, genre je rigolais vraiment, je souriais. Et ça m'a refait exactement la même chose pour le tome 2, plutôt le tome compagnon, parce qu'en fait c'est 3 sœurs, et là j'étais à la deuxième sœur. Et c'était vraiment doux, c'était drôle, c'était bien, mais il me manquait quelque chose, en fait. Là on suit Danica et Zaf. C'est une meuf qui travaille en tant que professeur dans une université et le gars il est à la sécurité. Ils sont potes. Elle demande à l'univers, enfin à ses ancêtres, je crois, par le biais d'une statuette, d'avoir un plan cul. Je sais pas si on peut dire ça sur YouTube. Bah en fait, elle se rend compte que c'est Zaf, le gars de la sécu, son pote, qui est le mieux placé. Donc ils commencent leur relation et en fait il y a un fake dating qui se place parce que le gars a besoin d'une fausse petite amie. Donc bref, arrangement qui font qu'ils continuent de se découvrir et ils deviennent des plans cul. Mais Danica n'est pas sur les relations. En fait, elle n'a pas envie de s'engager. Là où Zaf est un éternel romantique qui lit des romans toute la journée. Donc il fait en sorte de pas tomber amoureux d'elle. Mais comme vous vous en doutez, spoiler alert, ça ne fonctionne pas. Donc ça aussi c'était bien, j'ai beaucoup ri et vraiment j'étais comme ça dans mon téléphone, c'était vraiment doux et drôle à la fois et c'était vraiment agréable comme lecture. Cependant, et c'est là où j'en viens à mon point de la vidéo, où je me dis j'ai l'impression que la romance n'a plus le même impact sur moi qu'avant. Et je soupçonne Sally et Elena Ferrante de ce fait parce que je trouve que chaque fois que je lis des
des romances normales maintenant. Parce que bon, ces livres-là en soi, ce sont pas des romances, c'est de Salieri et de La Ferrante. Mais je ressens quelque chose qui me manque. Et en fait, je pense que ce que je recherchais le plus dans les romances, au départ, c'était l'intimité d'une relation. Donc ce que les personnages ressentaient d'une façon poussée. Donc avec leur psychologie, à un environnement autour qui prenne pas trop de place. Là où la romantaisie, la fantaisie, l'univers magique prend énormément de place. La romance, c'est que les personnages. Donc ça m'allait totalement jusqu'à maintenant. Mais là, je sens que ce n'est plus suffisant. Depuis que j'ai lu Normal People, L'Amie prodigieuse, il y a un développement des personnages qui est tellement high level en fait, que quand je lis des romances pas New Age, mais les romances actuelles qui ont pour but d'être genre des rom-coms quoi, des comédies romantiques, divertissantes, même s'il y a des sujets qui sont parfois profonds et intéressants, il me manque quelque chose, je sens que c'est pas assez. Donc, je sais pas ce que je dois faire. Est-ce que je continue à en lire quand même? Est-ce que je recommence à essayer de diversifier? Ou j'essaie justement de trouver des espèces de nouvelles, de romans comme ça qui sont pas juste une romance, mais juste une espèce d'étude des relations. Sans que ce soit sociologique non plus, ni que ce soit biographique non plus, que ce soit de la fiction, mais que ce soit une fiction qui ressemble à quelque chose qui est basé sur des faits réels, quoi. Et c'est cette espèce d'équilibre-là que je sens que j'ai besoin en intraveineuse très régulièrement. Et qui fait que je ne me complais plus dans les romances que je lis en ce moment. Ce qui est très frustrant, hein, bien sûr. Si je reviens sur Take a Hint d'Ali Brown, on en apprend beaucoup sur la psychologie de Zaf, puisqu'il souffre d'anxiété, mais j'ai pas l'impression de le connaître non plus. Dans le sens où il a perdu, on sait son rapport à son angoisse, on sait que c'est parce qu'il a perdu des membres de sa famille, c'est pour ça qu'il a arrêté le rugby de haut niveau, tout ça. On comprend, Dani, elle a eu une rupture, elle a plus envie de se donner en fait dans quoi que ce soit, de s'investir dans une relation. Elle-même pense ne pas être douée pour ça, donc ils ont chacun leur petit trauma de leur côté. Ce qui semble très réaliste dans la vie de tous les jours, où il y a plein de gens, je pense, qui souffrent de ça. Mais après, eux, en tant que personnes, qu'est-ce qu'ils sont, comment ils sont au quotidien, on n'est pas assez dans l'intime, je trouve. Là où, dans le tome 1, par contre, avec Chloé Brown, je le ressentais plus. Parce que Chloé a une maladie chronique, qui fait qu'elle souffre de douleurs, je crois, musculaires, je ne me rappelle plus du nom. Et là, on entre dans son intimité parce qu'il y a quelque chose, il y a une maladie. On voit un peu comment ses journées sont faites et par rapport à ça, comment elle se sent. En fait, je sais pas, j'avais l'impression que ça rentrait plus en profondeur, mais ça restait quand même assez léger. Il y a aussi la question du fait que je lis en anglais. Et ça, c'était une problématique que je me posais. Parce que je me dis, est-ce que je pourrais rentrer aussi fondamentalement, aussi profondément dans l'histoire que si c'était dans ma langue natale ou pas? Et si quand je lis en anglais, même si je comprends quand même pas mal de choses, est-ce que ça me met quand même une barrière? Moi, je pense que oui, mais je pensais qu'elle serait quand même moindre que ce que je pense qu'elle est réellement. Dans le sens où je me dis, peut-être que finalement, ça me met une distance par rapport à l'œuvre, plus que ce que je pensais. À réfléchir, il faudrait peut-être que je relise, ce que je ne ferai pas évidemment, le même livre en français, mais j'ai pas que ça à faire. Je ne pense pas arrêter de lire de la romance à la fin de la journée, bien sûr, mais ça m'a mis sur des pistes quand même où je sais un petit peu ce que je veux. Je sais pas s'il y en a d'entre vous qui pensent la même chose que moi et s'ils ont besoin de plus de l'intimité. En fait, je sais pas si je suis claire quand je dis qu'ils ont besoin, que j'ai besoin de plus d'intimité, c'est-à-dire, en fait, je sais même pas exactement. Je sais même pas. Ou L'Amie prodigieuse, elle le fait mieux en fait. Je viens de lire des passages de L'Amie prodigieuse et pour savoir commencer à découvrir la vie, bref. Je pense qu'il manque de psychanalyse des personnages. Et La Ferrante, je pense pas que ce soit une psy. Et elle réussit à le faire, donc c'est possible. C'est possible. Je pense qu'on n'analyse pas assez les comportements de façon fictive. Dans le sens où, si je prends un exemple de Zaf et d'Annika, le protagoniste masculin va faire quelque chose, où il aura une micro-expression qu'elle va déchiffrer vite fait, où il va faire quelque chose et il va dire quelque chose, et elle va réagir par rapport à ce qu'il dit ou fait, et inversement. Là où Elena Ferrante, par exemple, j'ai l'impression qu'elle n'a pas besoin de base, en fait, pour aller loin dans l'histoire. Elle n'a pas besoin qu'il y ait eu une réelle réaction, ou si elle a eu lieu, elle est minime, et elle va en faire 3 pages, mais de quelque chose qui semble si vrai, juste une phrase. Je sais pas si elle va considérer qu'il y a un personnage qui va dire
il va traiter mal une femme, il va dire quelque chose sur elle, elle va dire que c'était ça, le problème avec cette relation, il pensait toujours de cette façon, et si, et c'est pour ça qu'il a agi comme ça, mais en fait quand il réagit comme ça, ouais, elle arrive à prendre quelque chose comme ça d'un point, et à en faire des espèces de nouvelles, de tisser des nouveaux fils qui mènent à des nouvelles interrogations en fait par rapport à l'histoire, ou plutôt même des affirmations tellement ça paraît réel. Mais comme on est dans ce cas-là, dans l'amie prodigieuse, dans la tête de Elena, la personnage principale. Donc en fait, il y a quand même pas mal de choses qui sont suppositions. Mais pour moi, tout est vrai. Pour moi, tout est vrai. Ça se trouve, elle raconte de la merde, hein. Ça se trouve, elle a rien compris à ce qui se passe autour d'elle dans le quartier. Mais pour moi, c'est paroles d'évangile. Tellement c'est bien dit, tellement c'est... Voilà. En tout cas, merci d'être resté jusqu'à la fin parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo aussi longue. On se retrouve bientôt. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu les livres que j'ai cités en commentaire, ce que vous en pensez, si vous lisez de la romance, c'est quoi votre rapport à la romance à l'heure actuelle. Et puis voilà, on se dit à bientôt.